Happiness Factory. Préparez-vous au bonheur. Alors, Catherine, d'abord, un grand merci d'avoir accepté cette interview sur Happiness Factory. Je suis vraiment enchantée, ravie et honorée de t'avoir à mes côtés pour cette interview un petit peu différente puisque c'est virtuel et qu'on se connecte par visioconférence. Alors, on a toutes les deux une passion commune, c'est celle de voir le verre à moitié plein. Et autrement dit, à considérer que quoi qu'il arrive, on peut toujours trouver des choses positives d'une situation et considérer qu'effectivement l'optimisme, ça se travaille comme un muscle. Alors moi, je t'ai découvert un peu par hasard, enfin, si on croit au hasard, bien sûr, et j'ai vraiment eu envie de te rencontrer parce que vraiment, tu es une femme pleine de dynamisme, de pêche, d'entrain, de positivité, bien sûr. Et ce que je vais faire, c'est que pour les internautes, je vais te présenter rapidement. Ça ne va pas être facile d'être rapide. Parce que bon courage. Alors, tu es bientôt quarantenaire, mais pas encore. Et toutes les années. Encore quelques années quand même. Encore quelques années. Tu as cofondé le site l'optimisme.com en janvier 2016. C'est le premier site français d'information 100% positive. Donc, c'est des nouvelles optimistes, des parcours inspirants, des choses comme ça. En 2016, donc vers la fin de l'année, tu as lancé une campagne de crowdfunding auprès de plus de 70 000 personnes, j'ai vu dans ta biographie, pour pouvoir financer ce site, ce qui a marché puisque tu as levé 17 000 euros de dons. En février, ça ne t'a pas suffi, tu as continué à créer l'optimisme.pro cette fois-ci, qui est le premier club d'entreprises et tu as déjà presque 200 entreprises qui ont adhéré et qui sont des entreprises qui ont envie d'avoir un impact positif dans leur organisation. En avril, tu as publié un livre chez Michel Lafon qui s'appelle « Oser l'optimisme » et on en reparlera dans mon blog en un mot. Il est devenu un best-seller, donc c'est fantastique, c'est super. Et puis, ça suffit toujours pas parce qu'en septembre, tu es devenu coach dans l'émission La France bouge sur Europe 1. Donc, c'est pas rien non plus, donner des conseils, etc., faire découvrir des parcours. En avril, tu as même fait une intervention au Sénat, j'ai découvert ça vraiment une fois, j'en revenais pas, je me suis dit, elle va s'arrêter où? En septembre, elle a lancé le premier club de l'optimisme à Paris qui regroupe déjà plusieurs milliers de personnes. Et en janvier, elle a lancé un deuxième livre dont on reparlera certainement parce que je ne crois pas que c'est la dernière fois que nos chemins sont croisés, Catherine, et c'est oser avec soi, même au travail. Alors, pour Everything in a Nutshell, 4 ans plus tard, l'optimisme, la communauté que tu as fondée, il y a plusieurs millions maintenant de personnes qui te suivent. Tu as plus de 250 000 likes sur Facebook, une communauté Instagram qui est au-dessus de 100 000. Bref, on peut dire que tu as vraiment un parcours absolument exceptionnel. J'ai oublié de dire que tu as été élue parmi les personnalités les plus influentes en France par LinkedIn en 2017, 2018, 2019 et que j'ai vu que tu étais la seule Française à durer 3 années consécutives dans le classement. Ouf, ça y est. C'était pas rien. Alors moi, franchement, c'est juste waouh. C'est juste waouh. C'est un parcours qui donne vraiment le tournis. Moi qui suis blogueuse depuis quelques années, ça force vraiment l'admiration. Il y a une petite pointe de jalousie parce que je suis humaine, tu m'excuseras. Mais vraiment, je trouve ça absolument exceptionnel et ça parle aussi du fait que l'optimisme est devenu un sujet dont les gens ont envie, d'entendre, dont les gens ont envie d'entendre parler. C'est vraiment devenu intéressant. Alors, je vais quand même te laisser la parole puisque le but, c'est de te faire parler toi. Alors, tout ça, c'était pas gagné d'avance parce qu'à la base, tu es de formation scientifique. Tu n'es pas forcément destinée à devenir une auto-entrepreneur, encore moins dans le développement personnel. Alors, la première question que je vais te poser, ma chère Catherine, c'est qu'est-ce qui a provoqué le déclic? Alors, je ne suis pas auto-entrepreneuse. Aujourd'hui, j'ai une entreprise, j'ai des salariés. Donc, donc je suis passée à l'échelle, on va dire. En fait, en l'occurrence, je parle pas forcément de développement personnel à proprement parler. En fait, moi, comme tu l'as dit, je suis une scientifique à la base. Je me suis intéressée très tôt au développement durable. Et à un moment donné, tout le monde me disait, ma pauvre Catherine, le développement durable, tout le monde s'en fout.
C'était en 2007, donc 2006, enfin voilà, dans ces années-là, j'ai bossé à l'ADEME et c'était trop tôt en fait. Et puis ensuite, je me suis intéressée beaucoup au digital en me disant, bon, bah, si le développement durable, c'est trop tôt et si tout le monde me dit tout le monde s'en fout, je me suis demandé pourquoi. Donc là, j'ai compris en fait la portée du digital, l'impact du digital sur nos cerveaux, en l'occurrence. Et là, je me suis dit, oh là là, on est dans une société un peu curieuse où on ne nous incite pas en fait à réfléchir au sens de nos vies, au sens de nos engagements. On nous pousse à consommer, tu vois. Et moi, je suis un pur produit de la consommation. Enfin, j'ai vécu à un moment donné à New York, etc. Ah ouais, bah voilà, comme nous tous en l'occurrence. Et pendant des années, je me disais c'est bizarre, entre les deux il y a rien, alors que j'étais convaincue. Bah voilà, on était tous devenus schizophrènes pour moi. Globalement, on nous poussait à dire sauver l'environnement, mais consommer, la France va bien quand elle consomme. Et là, je me suis dit en fait, il y a une nouvelle révolution qui va être en marche. Qu'on voyait pas arriver, et c'était pour moi la révolution des consciences. Et la révolution des consciences, elle allait passer par le fait que chacun s'aligne en fait avec qui il est, tu vois, et que chacun ose agir à son échelle. Et agir à son échelle, c'est être sympa avec sa voisine, c'est construire une entreprise, c'est vivre de son art pour un artiste, etc., etc. Et en fait, j'ai cherché en fait là quelle serait la clé en fait à la construction d'une société un peu plus chouette. Et c'est là que je suis arrivée à l'optimisme en me disant bah, c'est quelque chose d'actif, tu vois, comme tu l'évoquais tout à l'heure. Je ne suis pas dans le bonheur parce que j'y connaissais rien au bonheur. Par contre, je voulais prouver en fait que par l'action, n'importe qui pouvait faire n'importe quoi, tu vois. Et c'était ça pour moi qui me manquait dans la société en fait, et surtout que j'ai beaucoup vécu à l'étranger. Tu vois, je t'évoquais les États-Unis, j'ai pas mal voyagé en Chine, j'ai vécu en Espagne, au Portugal. Et du coup, bah, je suis rentrée en France en me disant, bah, je veux redonner à l'optimisme ses lettres de noblesse, montrer que c'est pas la naïveté et que tout le monde peut construire son parcours de vie, sa société avec un petit S, tu vois, et la société avec un grand S. Mais ça commence par le prérequis qu'on puisse penser que c'est possible. Partir de l'individu, quoi. Partir de l'individu pour aller après. C'est ça. C'est ça. Et tu parlais de développement personnel, tu vois, et il y a cette dérive, souvent on dit le développement personnel, c'est un truc très égoïste, etc. Mais non, une fois que tu te connais toi, tu es capable de te mettre au service de plus grand que toi, que ce soit voilà, pour un projet de société, pour un projet de ville, pour un projet d'entreprise, peu importe en fait, pour aider les autres, bah, quel que soit ton chemin de vie, pour produire ton art pour quelqu'un, parce que bah, l'art c'est aussi important. Et voilà, et en fait mon enjeu, je me suis dit, bah, en fait c'est le dénominateur commun, c'est penser qu'on peut créer une société un peu plus chouette en fait. Et je suis arrivée avec tout mon bagage de scientifique, je suis diplômée en plus en physique, enfin j'ai beaucoup étudié la physique quantique dans mes études, etc. Donc tu vois, pour moi, on va créer la société qu'on imagine. Et il n'y a pas de conflit entre ton aspect rationnel, scientifique, tu sais, la science basée sur les preuves, etc., etc. Et puis, bah, toute cette notion d'optimisme, de bonheur, ou appelle ça comme tu veux, ou de développement personnel, qui n'est pas prouvable. Enfin, pas de la même façon, en tout cas. Ouais. Et en fait, c'est toute la différence entre le vécu, l'expérientiel et le théorique. C'est-à-dire que quand tu es physicienne, quand tu es chimiste, moi je suis chimiste à la base, je suis diplômée en physique-chimie avant d'être diplômée en développement durable. Donc j'ai vraiment de la science dure dans les mains, quoi. Ouais. C'est bah, soit tu vas faire des expériences qui vont aboutir à un résultat, tu vois, enfin, voilà, la logique, enfin, je crois que c'est Einstein qui disait la logique vous mènera de A à B, alors que l'imaginaire vous amènera jusqu'à Z, tu vois. Et en fait, donc, tu as cet aspect logique et rationnel et tu as ton vécu, en fait, ton chemin de vie. Moi, je crois beaucoup dans les synchronicités, dans cette sorte d'opportunité de la vie qui te font prendre une voie ou une autre, et toutes les voies, en fait, peuvent exister, en fait. Et c'est notre choix aussi individuel qui fait que bah, on va poser son regard là, on va aller dans cette direction-là, etc., etc. Et du coup, bah, il n'y a pas eu d'opposition parce que pour moi, je peux te dire factuellement, j'ai lu les rapports du GIEC il y a 10 ans, je vois bien vers quoi on va. Du coup, finalement, l'optimisme va servir la science. Tu vois, je peux penser rationnellement comme une scientifique en me disant bah, il faut que chacun se transforme un peu, aille vers un peu probablement un peu de décroissance, un peu de mieux vivre en fait. Hein. C'est pas vivre moins bien, c'est mieux vivre. Parce que on se rend compte que, je veux dire, à partir du moment où tu es un lecteur, je veux dire, tu peux te nourrir de livres. Tu vois, à partir du moment où t'aimes, bah, j'en parle à quelqu'un, voilà, tu vois. Mais, et puis à partir du moment où t'es fan de jardinage, tu peux
ton essence, tu vois, ton être peut être habité par le jardinage, tu vois. Et en fait, pour moi, c'est s'affranchir un peu de la norme commune et collective qui correspondait à une société post-tayloriste où on a incité les gens à reconstruire, à rebâtir en fait des immeubles, des machins, économie d'après-guerre, quoi. On a fait plus ou moins un peuple d'exécutants. Et avec maintenant se dire, il va falloir qu'on invente la société de demain. On est en ce moment, pour les gens qui écoutent, en temps de coronavirus, tu vois. Du coup, de fait, en fait, ça nous rappelle que l'essentiel, c'est gratuit, c'est la nature, c'est le soleil, c'est faire un hug à ses potes, c'est revoir ses parents, ses proches, etc., etc. Et que l'essentiel, en fait, dans l'existentiel, gratuit et simple. Tu vois. Et donc, pour moi, l'optimisme, c'est aussi revenir avec de la simplicité. Après, j'ai tout un tas de bases scientifiques qui fait que je peux étayer mon discours en disant, mais je suis pas une naïve, les mecs. Tu vois, je veux dire, j'ai bossé dans le marketing, je sais comment, avec un peu de data, on peut manipuler massivement des gens. J'ai bossé dans le développement durable, donc je connais les enjeux. Par contre, je crois que l'optimisme, c'est le fondement de notre société pour se créer une sorte de vision collective et partagée de à quoi va ressembler demain. Ouais. Donc, c'est en ça que ça ne s'oppose pas du tout à la démarche scientifique pour toi. Du tout. Et à la limite, tu sais, autrefois, dans les temps anciens, le philosophe, il était aussi physicien, il était aussi historien, etc., etc. Tu vois, je veux dire, l'homme n'était pas qu'un homme de science ou de philosophie. Quand tu étudies la physique quantique, tu es à la limite, à un moment donné, entre la science dure et la science molle, tu vois. Tu es entre eux. Tu te dis que tous les scénarios, tu es à la limite de la philo, en fait. Et du coup, c'est peut-être ça qu'il faut qu'on retrouve, nous, cette incointance. Et dans notre système traditionnel, soit tu es devenu ingénieur, soit tu es devenu philosophe, soit tu bosses dans le privé, soit tu bosses dans le public, soit tu es chercheur, soit tu es… on travaille beaucoup sur les dichotomies. Exactement. Une chose ou l'autre, quoi. Exactement, alors qu'en fait, tout est relié, tu vois. Et à partir du moment où on arrive à remettre ensemble les sciences, regarde, la santé, la science cognitive avec un peu de santé, tu vois, il y aurait plein de choses à aller chercher. Et notre société, c'est tellement devenu fractal, tu vois, fracturé, etc., que, en fait, de temps en temps, faut réhomogénéiser le tout et avoir une vision systémique, en fait, de la chose. Et l'optimisme serait en quelque sorte un ciment pour arriver à cette complétude. Exactement, parce que tu vois, plus j'ai creusé, moi j'étais très prospective, en fait. Finalement, quand tu bosses dans le développement durable et dans le digital, tu es sur qu'est-ce que ça va ressembler, à quoi demain va ressembler notre société. Ouais. Et du coup, avec cette conviction qu'on pouvait en faire le meilleur ou on pouvait en faire le pire, globalement, et que ça allait dépendre de ce qu'on avait envie d'en faire, en fait, de notre capacité de réflexion. Et c'est là que j'ai compris que tout s'en mêlait, en fait. C'est-à-dire que tu es qui tu es, je suis qui je suis, parce que j'ai eu tel ou tel professeur, parce que j'ai grandi dans telle ou telle ville, parce que j'avais tel ou tel parent, parce que mes potes faisaient ça ou ça, tu vois. Et en fait, j'ai compris l'incointance, en fait, et la profonde… Et les profonds liens entre l'éducation, les thématiques sur l'éducation, sur la ville, sur la nature, sur le développement durable, en fait, sur le monde du travail, sur le dev perso, parce qu'en fait, tout est relié. C'est-à-dire que c'est pas une thématique, et c'est pour ça que l'optimisme, moi, c'est un énorme chapeau. Dans quoi on va questionner tous les sujets, en fait, de société aujourd'hui, parce que pour nous, fondamentalement, tout est relié. Il n'y a pas de vérité, tu vois, il n'y a pas de bien ou de pas bien. Il y a tout autant de sujets à aller questionner. Et qui, derrière, une fois qu'on s'est questionné, on a le droit d'avoir des avis tranchés à gauche, à droite, au centre, extrémistes, pas extrémistes, peu importe. Par contre, on a eu une vision exhaustive et on a compris que tous les enjeux sont reliés. Tu vois, et c'est ça que nous, on veut aller en permanence questionner sans imposer quoi que ce soit, mais en disant, attendez, il y a plein de gens qui changent, en fait, qui changent de chemin de vie, qui osent, en fait, remettre en question leur parcours. Voilà. Et le fait que toi, tu sois autoproclamé, en tout cas, zèbre et hypersensible, mais je pense qu'on est d'accord qu'il y a tout ça chez toi, plus d'autres choses encore. Est-ce que ça t'a aidé à sortir justement des sentiers battus? J'ai très tôt noté mon hypersensibilité.
Ouais. Et puis, gamine, j'avais été diagnostiquée sans que ce soit un quelconque sujet pour moi, parce que j'ai jamais souffert de cette caractéristique. Je savais que je vivais des hauts et des bas en permanence, mais je trouvais ça cool finalement. Tu vois, je me disais, mais ça veut dire que, ouais, de temps en temps, franchement, ça va pas parce que je vis un truc qui est difficile et moi, ça m'impactait vachement. Par contre, à l'opposé, n'importe quel petit événement était sublimé. Tu vois, et du coup, voilà, tout le monde me disait instable et je me disais, mais non, pourtant, voilà, je faisais des sortes d'ascenseurs émotionnels. Ouais. Voilà, et du coup, pendant très longtemps, ça n'a pas du tout été mon sujet. Mais j'intervenais au Mensa, j'intervenais dans des trucs de gens, entre guillemets, ce qu'on appelle des atypiques, tu vois, parce que avec une certaine sensibilité. Et moi, comme ça n'avait jamais été une souffrance, parce que je suis aussi entourée de gens probablement comme moi, j'ai eu la chance sur mon parcours de vie d'avoir des gens qui, plus ou moins pareils, en fait, avec des sensibilités plus ou moins identiques. Et du coup, j'ai commencé à le mettre parce que plein de gens se retrouvaient là-dedans à travers mes écrits sans que je ne l'ai jamais nommé. Et c'est seulement il y a 6 mois que j'ai commencé à le marquer. Parce que on peut entreprendre des choses en étant hypersensible. Moi, je suis une introvertie. En plus, je fais des conférences. Je passe ma vie à faire des conférences, mais je suis une introvertie dans l'âme. Tu me mets dans n'importe... Non, mais tu me mets dans n'importe... Ah, mais non, mais c'est toute la curiosité de la chose, parce que tu me mets dans n'importe quel événement, tu es certaine que je suis la nana à côté du buffet qui n'ose pas parler aux gens, tu vois. Enfin, du coup, c'est vachement facile quand tu es sur scène. Les gens viennent te parler, donc ça marche pas. Enfin, tu vois. Et pourtant, je suis une hyper timide. J'ose jamais rien demander à des gens. Je n'oserais jamais demander quoi que ce soit à qui que ce soit, tu vois. J'ai des formes de sensibilité. Voilà, je suis hyper marquée. Enfin, tu vois, mais après, en fait, j'ai voulu le dire pour montrer que ça pouvait être une contrainte, parce que quand t'es zèbre, tu as quand même cette capacité, tout est systémique, tu as une pensée en arborescence, tu vas pas d'un point A à un point B, donc continuer un projet, c'est vachement compliqué, il faut que tu en aies 50 en parallèle, parce que tu sais que dans 10 ans, ça va se renier. Tu vois, comme toi, tu as 2 projets en parallèle. Une vision à long terme, Exactement. Tu sais que ça va s'en mêler un jour J, mais du coup, c'est vachement complexe. Tu vois, regarde la complexité de mon parcours. Rien que ça. Alors, moi, il n'y a rien de pire, et j'en parle beaucoup dans mon 2e livre, que la question est: tu fais quoi dans la vie? Alors, écoute, moi-même, je ne sais pas trop me définir. Alors, c'est facile, maintenant que j'ai écrit 2 livres, je suis devenue auteure. Tu vois. À moi, tu peux dire ça. Voilà, c'est ça, tu vois, maintenant j'ai ce truc-là, parce que je me reconnais pas dans aucune catégorie, c'est-à-dire je me reconnais pas dans les entrepreneurs qui veulent scaler les boîtes, c'est pas pour ça. Moi, j'ai une cause, et ma cause, c'est vraiment que chacun se rende compte qu'il est merveilleux, qu'il a des talents, pour aller construire la société de demain, pour aller construire sa vie, sa société, et de toute façon, c'est une sorte d'équilibre, tu vois, on parle beaucoup des équilibres en physique-chimie. Plus toi, tu vas bien, plus tu es équilibré avec ton entourage, plus tu as envie que ta ville soit équilibrée, plus tu as envie que... Tu vois, c'est des sortes de... Voilà. Mais c'est vrai qu'être zèbre, avoir envie d'avoir 50 projets, du coup, tu peux pas rester sur un acquis parce qu'à un moment donné, tu t'emmerdes. Tu sais, tu as tout un tas de... Mais une fois que tu le sais, que tu l'as dit aux autres, je trouve que c'est hyper déculpabilisant, parce que c'est pas... Il y a rien de... C'est tout autant une contrainte qu'une opportunité, parce que quand tu es zèbre, tu es sensible, alors tu sens les gens, tu es capable de ne pas faire de mal, tu as tout un tas de choses comme ça, tu es capable de comprendre l'autre. Tu vois, la finesse, c'est ça. La capacité à te mettre en lien, etc. Mais c'est ça. Donc, tes recettes à toi pour cultiver l'optimisme, parce qu'on essaye de comprendre un petit peu comment on va muscler son optimisme. Alors pour moi, ça va être un peu curieux, mais cette notion d'acceptation de son imperfection. C'est-à-dire qu'en fait, souvent, notre optimisme, il n'est pas travaillé parce qu'on est dans l'inactivité et on se dit on peut rien faire. Et il n'y a rien de pire que pouvoir rien faire. Et pourquoi on ne fait rien? C'est parce qu'on nous a appris à être le meilleur, à être parfait, parce que les réseaux sociaux nous envoient une image parfaite de la société, etc. Et du coup, on se dit mais putain, moi je peux rien faire, en fait, je suis trop petit, tu vois. Moi je viens, je le raconte beaucoup dans le 2e livre, le parcours de vie, tu vois. Je viens quand même du fin fond de la Normandie, du coup, et j'étais la petite boulotte avec des boutons en chimie, tu vois. Et du coup, en fait, rien n'est acquis. À partir du moment où tu te dis que tu as une cause et tu as un truc qui te tient à cœur, on est capable de déplacer des montagnes. C'est juste que c'est
étape après étape. Parce que tu vois, toi, tu as l'impression de te dire en 4 ans, c'est fou tout ce que tu as fait. Moi, là, en l'occurrence, c'est que j'ai l'impression d'être incroyablement lente. Tu vois, mais toi, tu es déjà plus loin, quoi, c'est ça? parce que tu vois tout ce qui reste à faire, tout ce qui reste à construire. Et c'est vrai que du coup, se retourner en se disant bon, c'est quand même pas mal tout ce qui a été fait. Mais ouais, mais toi, tu vois l'imperfection. Moi, je vois en permanence l'imperfection de tout ce qu'on fait. Mais à partir du moment où on accueille son imperfection, et du coup, tu accueilles celle des autres et tu te dis, bon, toi parfait, moi imparfait, nous essayons de faire quelque chose, quoi. Ça me rappelle beaucoup le message. Est-ce que tu connais Brené Brown? Oui, hein, on m'en parle souvent. Elle parle beaucoup, elle, de l'imperfection, et je trouve qu'elle a réussi à bien l'expliquer avec des images, avec une certaine pédagogie, et je trouve que ça me rappelle vraiment ça, en tout cas son message d'accepter. Et je pense qu'à partir du moment où tu l'acceptes, ton optimisme va se planter là, en se disant, bon, de toute façon, rien n'est parfait, parce que moi-même, je ne suis pas parfait, mais mon environnement n'est pas parfait, mon entourage n'est pas parfait, enfin, tu vois ce que je veux dire. Et derrière, tu te dis, on va pouvoir améliorer étape par étape les choses. Donc ça, c'est la première chose, la notion de l'imperfection. La deuxième chose, c'est l'humilité face au temps. En France, on a une notion socioculturelle du temps très figée. Parce que je suis grand aujourd'hui, je suis grand demain, tu vois, et parce que je suis petit aujourd'hui, je peux pas faire grand-chose demain. Mais tu vois, aux États-Unis, tu as une notion du temps qui est très différente, parce que tu sais que les 3 petits bonhommes qui sont au fin fond de la Silicon Valley, qui sont en train de coder un machin qui s'appelle Instagram, et ils sont que 3, tu sais que demain, c'est peut-être des géants, tu vois. Et tu as une humilité face au temps. Et je crois que l'optimisme, ça se travaille en ayant une humilité face au temps, en se disant, voilà, pour le moment, ça va pas trop. Tu vois, ça va pas trop parce que, alors je sais pas, alors là on est en confinement parce que je suis confinée, j'en ai marre de pas ressortir. Enfin, tu vois, peu importe en fait. Du coup, je te dis, cette humilité face au temps, c'est pas parce qu'on est petit aujourd'hui, c'est pas parce qu'aujourd'hui on est confiné que demain on sera encore confiné, que demain on sera encore petit. Tu vois, et je suis vraiment bien placée pour le dire. C'est-à-dire que moi, je me sens encore la plus petite par rapport à d'autres, mais j'ai avancé comparé à avant, tu vois. Et voilà, on a réussi à s'aimer un message. Et tu vois, il faut se dire qu'en fait, tout prend du temps. Et à partir du moment où tu acceptes cette notion de temps, tu vois, ça, c'est un message pour moi. Mais exactement. Mais moi, c'est un truc que, on vit dans un monde d'impatience. Et puis, quand tu regardes les autres, tu as toujours l'impression que ça s'est fait en 2-3 mouvements. Mais moi, tu vois, tous les gens autour de moi avec qui sont entrepreneurs, je veux dire, on dit tous globalement la même chose. C'est-à-dire que ça a pris vachement de temps, qu'il y a eu des coups de bol, des coups de ras-le-bol. Tu vois, il y a eu les deux, en fait. Ouais, d'accord. Et puis, parce que tu es très impatiente et oui. Parce que tu as déjà dans ta tête la suite. Moi, je suis déjà plus loin, quoi. Et voilà. Du coup, cette humilité face au temps, moi, je sais qu'elle m'a beaucoup aidée. Du coup, cette notion aussi de l'entourage, pour moi, est hyper importante. Voilà. Tu vois, c'est-à-dire qu'un entrepreneur qui s'est lancé, par exemple, moi, je ne vais jamais juger le projet de qui que ce soit, tu vois, parce que je sais ce que ça coûte et je sais qu'en fait, le plus important, c'est d'essayer de faire. C'est pas de réussir, tu vois. Et d'aller valoriser, ça c'est mon 3e point, c'est vraiment valoriser l'expérience. C'est-à-dire, on se dit pas, tu vois, quand j'ai lancé l'optimisme, je me suis pas dit que la réussite, ça serait de faire un média avec 1 million de personnes, tu vois. Pour moi, quand j'ai lancé l'optimisme, j'ai dit à tout mon entourage, je vais regarder si il est possible si je suis capable de lancer un site qui parle d'initiatives positives en France. Et du coup, que ça ait marché ou que ça ait pas marché, dans les 2 cas, il y avait un succès, tu vois. Et en fait, c'est de revoir cette notion d'échec. Et c'est la même chose, par exemple, si tu veux te mettre à vendre des toiles de peinture, ton enjeu face à ton entourage, c'est pas de dire, tu sais, on a peur du jugement par rapport à soi-même, par rapport aux autres, tu sais, cette notion d'échec, mais tu te dis, en fait, je vais regarder si je suis capable de vivre de mon art, tu vois. Et du coup, tu dis ça à ton entourage et à toi-même, et derrière, tu t'affranchis du succès ou de l'échec. Parce que, tu vois, le succès, ça aurait été de se dire, j'ai essayé et finalement, ça ne marche pas. Et du coup, et tu vois, ce petit hack, en fait, ce petit mot de « je regarde si c'est possible », tu vois, versus « je crée un truc », et du coup, ça te change, en fait, ton regard par rapport à toi-même, le regard des autres. Tout à fait d'accord. Et moi, ça... D'accord. Oui, absolument. Et c'est la même chose quand tu veux mettre, tu as l'Happiness Factory, quand tu veux mettre une politique d'happiness dans une entreprise, par exemple, tu regardes si c'est possible ou si c'est pas possible. Tu vois, ton enjeu, c'est pas de rendre tout le monde heureux.
c'est de est-ce qu'on peut améliorer les pratiques? Et c'est la même chose dans le développement durable, c'est la même chose dans tous les domaines. Est-ce qu'on peut améliorer? On essaie. Bon, ben, si ça marche. Mais tu sais, Catherine, ça, c'est un trait quand même qui est très français, hein, parce que tu parlais des États-Unis. Ça n'aura pas marché, mais on aura eu le mérite d'avoir essayé. Ouais. Mais tu sais, tu parlais tout à l'heure de la comparaison entre les États-Unis et la France. Et je crois que ça, c'est un très, très français aussi. C'est cette crainte de l'échec. Il ne faut absolument pas échouer. Il faut réussir à tout prix. Vous êtes plus ouvert face à l'échec. Ouais. Bah, en fait, c'est aussi qu'il faut savoir qu'aux US, tu sais, tu peux perdre ton emploi du jour au lendemain et tout le monde autour de soi a des gens qui ont dû pivoter X fois parce que en 2 semaines, quoi, tu perds ton job. C'est hyper violent. Hein. Mais du coup, ils ont cette capacité de rebond parce qu'elle est incarnée. Nous, on vit dans une France. Alors, pareil, hein, je fais pas de démagogie et j'y connais que dalle en politique, mais on vit dans une France du CDI on monte les échelons et du coup, tu regardes de façon un peu différente celui qui s'éloigne un peu du chemin en disant, ben ouais, mais du coup, alors est-ce qu'il va réussir, est-ce qu'il va pas réussir? Mais en fait, avoir réussi, c'est s'être déjà affranchi d'un système. Et après, peu importe quel que soit son parcours, il aura expérimenté des choses nouvelles. Tu vois, et cette notion de et ça revient aussi avec les talents et avec ce qu'on valorise. Est-ce qu'on valorise ta capacité de rebond? Et demain, probablement, dans un État qui va devoir être de plus en plus agile, des entreprises qui vont devoir se réinventer, ta capacité à rebondir, à réinventer, ta créativité va être vachement importante. Sauf qu'on nous a biberonnés aujourd'hui. Regarde, notre moule éducationnel, il nous a biberonné à chercher le bon point, chercher la meilleure note et au rectiligne, à répéter, à revomir quelque chose. Et si tu étais créatif, bon, bah, c'est bien, tu feras ça pour passer le temps, tu vois. Enfin, la dernière fois, Laurent Gounel, il me disait, mais tu te rends compte, je crois, enfin, c'est pas possible, enfin, on passe pas le temps avec son art, tu vois. On passe pas le temps avec son art, c'est son talent, tu vois, il faut l'exacerber, il faut le sublimer, et c'est juste qu'on a mis tout un tas de choses de côté qui sont peut-être plus valorisées aujourd'hui aux États-Unis. Oui, c'est juste. Alors, pour rebondir encore sur la façon dont tu prends soin de l'humain, et notamment le fait que tu te reposes beaucoup sur ton équipe qui a l'air de beaucoup compter à tes yeux. Ton équipe semble très importante pour toi. Et alors, j'ai dû rigoler, donc il faut absolument que je le partage. J'ai vu que l'une de tes collaboratrices s'appelle Rose. Alors, je me suis demandé si tu l'avais fait exprès, si ça avait été un critère d'embauche. Non, c'est pas. Non, il y a un truc qui est très rigolo, surtout, c'est que j'embauche beaucoup de Normands sans faire exprès, tu vois. Et pourtant, c'est pas du tout. C'était pas un critère d'embauche, non. En fait, oui, mon équipe compte beaucoup. De toute façon, sans eux, je ferais rien. C'est-à-dire que, en fait, moi, comme tu dis, enfin, avec le côté Z, tu as aussi le côté de liberté. Du coup, pour moi, c'était vachement compliqué d'embaucher, vraiment, parce que j'avais monté un projet pour garder de la liberté. Embaucher une équipe, avoir des salariés, avoir un bureau, tu vois, c'était revenir dans un moule un peu plus traditionnel. En fait, le truc, c'est que pour moi, au démarrage, je voulais faire un projet. Je me suis rendu compte très vite, en fait, que quand quelque chose grandit, il te faut plus de gens, tout simplement, mécaniquement parlant, parce que moi, je m'épuisais. En fait, c'est-à-dire que globalement, comme je suis une touche à tout, je suis capable de coder un site web, je suis capable de faire des dessins pour les publications, je suis capable d'envoyer des emails, quoi. Mais je peux pas tout faire, en fait. Du coup, il a fallu embaucher avec cette grande peur pour moi, parce que je me disais, mais je vais prendre la responsabilité de créer une entreprise. Et j'étais pas du tout faite pour ça, moi. Vraiment, franchement, faire un business plan, enfin, vraiment, c'était pas du tout mon truc. Mais à un moment donné, j'y arrivais plus. Donc, la première personne que j'ai embauchée, ça a été Alexia. Du coup, et en fait, par contre, c'est très difficile de bosser chez nous, en fait, parce que comme on a cet ancrage de liberté, comme moi, je suis incapable de donner des directives fixes. En fait, il faut avoir des gens ultra autonomes, ultra adaptables, et tout le monde ne survit pas chez nous. Tu vois, c'est une vraie réalité. On s'est séparé de gens qu'on adore et qu'on aime profondément, tu vois, à qui on envoie des messages tous les jours, même encore aujourd'hui, qui sont des potes, parce que, en fait, ça. T'as plein de gens, nous on reçoit des lettres d'amour pour travailler chez nous, tu vois. Mais en l'occurrence, c'est un trait de personnalité. C'est-à-dire que qui ne s'apprend pas dans les études, tu vois, c'est une sorte de caractère, de composante de caractère, et qui peut être très difficile et très déroutant. Surtout quand tu as bossé dans des boîtes avant. Donc, parce que quand tu as bossé dans des boîtes normées, nous, toute l'équipe n'a jamais bossé dans des boîtes normées.
Tu vois ce que je veux dire? On n'a jamais bossé dans des grands cabinets de conseil très normés. On a tous bossé dans des trucs plus ou moins entrepreneuriaux, sociaux, etc. Ce qui forge un trait de caractère. Mais pour moi, c'est difficile de bosser chez nous. C'est pour ça que j'ai aussi beaucoup de gratitude pour l'équipe de réussir à s'en sortir avec quelqu'un qui n'est pas du tout fait pour manager des gens. Hein, tu vois, voilà. Non, mais faut oser le dire, tu vois, quand je te parle, tu vois, quand je te parle d'imperfection, je connais très bien mes limites, tu vois, c'est-à-dire que moi, le temps, il est relatif, si tu veux me contacter, bon, bah, c'est relatif, le contact, quoi, voilà. Oui, bah, c'est-à-dire que il faut effectivement que tu t'entoures de gens qui vont pouvoir vivre et contribuer dans cette mouvance. Parce que s'ils viennent avec des idées figées, des structures et des process, c'est mort, quoi. Hein. C'est ça. Et du coup, tu vois, c'est ça qui est curieux, c'est que là, nous, on est en période de coronavirus, du coup, c'est complexe. Tu as plein de gens qui ont vachement peur de la suite, mais nous, comme on est toujours dans l'inconnu, bah, finalement, ça ne nous change pas grand-chose, en fait. On réinvente des choses, tu vois. Et du coup, c'est parce que, de toute façon… Oui, vous êtes mieux outillés pour faire face à l'inconnu. Exactement, en fait. Et on vit dans l'incertitude et on sait la gérer, l'incertitude. Parce que finalement, quand tu es une petite boîte en développement, tu sais que c'est instable. Du coup, un peu plus ou un peu moins instable, bon, écoute, on va regarder ce qu'on peut faire. Et comme notre projet, c'est une expérience, tu vois, nous, on voudrait montrer que c'est possible. Là, on va peut-être se déplacer à la campagne, tu vois. On va peut-être quitter Paris pour venir en Normandie. En fait, on voudrait réinventer. On veut montrer qu'en fait, on peut être petit et s'amuser et faire du bien aux gens et réussir quand même à avoir un peu de financement parce que il faut aussi, enfin c'est tout bête, hein, mais nous ça nous coûte cher l'optimisme au bout d'un moment tellement on a de gens qui nous suivent, etc. Du coup, il faut payer des salaires aussi parce que tu as des gens qui taffent beaucoup et du coup, tu vois, mais on voudrait montrer que c'est possible d'avoir des économies alternatives, tu vois, des systèmes de valeurs très ancrées, très profondes et qu'on peut construire des business différents et socialement parlant impactants sans défoncer la planète, sans défoncer les gens. En respectant les valeurs, quoi. C'est ça. Après, est-ce qu'on va y arriver, est-ce qu'on va pas y arriver? À la limite, peu importe parce qu'on aura expérimenté. Vous aurez essayé, tout à fait. Ouais. Alors, pour toi, les citoyens, les entreprises, les collectivités de demain, quelles qualités elles vont devoir avoir? Je dirais beaucoup de transparence et d'authenticité. Aujourd'hui, on est dans une société où on a perdu la confiance. On a perdu la confiance. Tu regardes, autrefois, on avait confiance dans l'instituteur, dans le médecin, dans le prêtre, dans le maire. Tu vois, on avait confiance donc, dans les institutions, dans tout ça. Et aujourd'hui, on a un déficit de confiance. Regarde, le coronavirus aujourd'hui, qui est capable de dire qu'il y a une vraie information? Tu vois, aujourd'hui, on t'écoute autant, tu crois même, enfin, limite, tu crois plus l'OMS, tu crois plus les politiques, tu crois plus les économistes. Voilà, et du coup, tu crois presque plus. Manque de confiance, tout à fait. Exactement. Et du coup, en fait, tout le monde va devoir recréer de la confiance. C'est-à-dire, la confiance, ça vient par un peu d'authenticité, un peu d'humilité, un peu de, les mecs, on sait pas trop non plus ce qu'il est en train d'arriver. Et c'est pour ça, je pense qu'il est très, très important demain qui qu'on soit, en l'occurrence, d'aller chercher de la confiance, en fait, et ça passe par un peu plus de simplicité, un peu plus de mise à niveau, d'humilité, en fait. J'en reviens à cette notion d'humilité et d'imperfection. Voilà, d'en revenir à des choses plus simples. C'est ce que tu es en train de dire. C'est revenir à des choses plus simples. C'est ça, et à l'essentiel, en fait. Tu vois, autrefois, la politique, c'était fait pour créer une nation. Tu vois, c'était pas des cultes de l'ego. Et en fait, on s'est perdu dans une sorte de société de l'ego, de l'image aussi beaucoup. Et d'ailleurs, tu élis le mec qui a la meilleure image aujourd'hui, qui parle le plus fort, machin. Et en fait, je pense qu'il faudrait qu'on fasse des step back en disant, en fait, il faut ceux qui travaillent pour le bien commun, en fait. Et ceux qui veulent effectivement gagner en égo, il faut qu'ils aillent bosser dans un autre domaine que de la… Enfin, là, parce que tu me parlais des politiques, des États ou des entreprises engagées, faut qu'ils retournent dans d'autres systèmes, en fait. Et c'est pas que c'est bien ou c'est pas que c'est pas bien, c'est juste qu'en fait, il faut aller chercher le bien commun, tu vois, l'utilité collective, le mieux vivre ensemble. Et plus tu vas avoir fait c'est bête aussi, mais plus tu vas avoir fait de travail personnel,
plus tu vas être capable, en fait, de te mettre au service de plus grands que toi. Tu regardes les grands patrons qui sont engagés aujourd'hui dans de la Maïf, de SAP, de machin. Les mecs, enfin, t'as presque envie de leur dire, mais merci d'exister, ça me fait du bien de savoir qu'il y a aussi des grands patrons qui travaillent pour de l'utilité collective et qui se sont pas affranchis des enjeux financiers parce que ils ont des millions de salariés, enfin des centaines de milliers de salariés à faire vivre. Mais en fait, il n'y a pas d'opposition en fait entre eux. Mais c'est à partir du moment où tu enlèves ton ego en me disant, mais putain, on a des placards remplis de machins qui nous servent à rien. C'est pas ça qui fait le bonheur, tu vois. Enfin, voilà, c'est pas la consommation qui fait le bonheur. Bah dis donc, tu nous as donné beaucoup de clés, Catherine, hein, sur l'optimisme et comment travailler ce muscle. Alors, une dernière question, puis on va clôturer cette interview parce que tu dois être un Pardon, peu fatiguée. je suis bavarde. Non, mais c'est avec plaisir que je t'écoute. Hein. Vraiment, je pourrais te questionner toute la journée, mais voilà, il faut respecter le temps de chacun. Oui, donc ma dernière question, c'est est-ce que en cultivant l'optimisme, en parlant de bonheur, de joie de vivre, de légèreté, de résilience parfois, est-ce qu'on n'a pas le risque de tomber dans le happy washing? Je crois que c'est toi qui as utilisé ce terme sur ton site. Ouais. Alors en fait, l'happy washing, c'est comme le greenwashing, c'est-à-dire que tu vas communiquer sur des valeurs que tu n'as pas. Donc globalement, le greenwashing, c'est que tu communiques sur des enjeux de développement durable alors que tu fais rien, et l'happy washing, c'est que tu communiques sur une culture d'entreprise alors que les gens sont malheureux. Avec toute cette dichotomie de parfois, tu vois des petites boîtes qui communiquent sur leur culture d'entreprise, tu te dis que c'est trop cool d'aller boire une bière, sauf que dès que tu en as un qui a un gamin et qui peut plus aller boire la bière, il est finalement rejeté, tu vois, de la troupe parce que il peut pas aller boire la bière le vendredi soir et tous les jours de la semaine, il bosse pas jusqu'à 23h quoi. Du coup, en fait, l'happy washing, il y a des gens qui vont l'utiliser à un but mercantile parce que le pur bon sens te dit que quelqu'un qui est heureux d'aller bosser, il va plus bosser, il va être plus engagé, il va être plus motivé pour créer, pour pivoter dans son entreprise, pour travailler à un sens commun. Donc, effectivement, il y en a plein que je connais. Je te dis, on a l'impression de l'extérieur que c'est génial. Pour rien au monde, j'irai bosser chez eux, tu vois. Mais donc on peut rentrer là-dedans. Par contre, en fait, le fait d'être, tu vois, moi, je suis plutôt quelqu'un de joyeuse. Je ne l'ai pas tout le temps été non plus, mais en fait, maintenant, je suis entourée de gens incroyables. Le fait d'avoir posé que l'optimisme était une de mes valeurs, je me suis entourée, du coup, que de gens incroyables, de gens qui sont en train d'agir, quels qu'ils soient, qui ont cette sorte d'humilité, de regard du cœur, tu vois. Et du coup, ouais, je peux pas dire que… Et en situation de détresse, tu as tout un tas de gens qui sont là et qui sont des gens bien, en fait, et qui sont des gens bons humainement parlant. Enfin, genre bon de mots, quoi. Enfin, des belles personnes. Et du coup, ça t'aide, en fait, à avancer dans la vie. Mais de toute façon, chacun a son chemin et son expérience de vie. On vit tous des drames, des deuils, des ruptures, on est viré, on est machin. Tu vois, on continue à vivre une vie classique. Par contre, elle est probablement beaucoup plus joyeuse que de la tourmente et ça va se travailler. C'est-à-dire que plus toi, tu es optimiste, plus naturellement, tu t'entoures des autres. Bien sûr. Et puis, à un moment donné, celui qui te descend ton énergie, tu sais, tu me parlais tout à l'heure des conseils pour être optimiste. Moi, à un moment donné, je me suis dit, mais stop, j'arrête de voir des gens où, quand je les voyais, j'étais plus fatiguée à la fin. Ouais, c'est tu ça. vois, ouais, tu as des gens… Et un petit peu d'accord, mais à un moment donné, je veux dire, tu fais des choix, en fait, parce que toi, il faut que tu agisses et tu vas faire du bien à un plus grand nombre qui est toujours le step back, parce que quand tu es entrepreneur, je veux dire, le nombre de gens qui te disent « Ah, tu devrais pas faire ça », le nombre de gens qui sont là pour te donner des conseils. Voilà, ça. Donc, si je résume cette dernière question sur le happy washing, en fait, ce qui va faire la différence entre les entreprises qui vont être tentées de faire du happy washing et celles qui sont vraiment dedans, encore une fois, on revient sur ce que tu as dit avant, c'est l'authenticité finalement. Exactement. C'est les valeurs que j'ai ou est-ce que je ne l'ai pas. Si je ne l'ai pas, il vaut miut que je ne communique pas dessus parce que ça va sortir et ça va Bien sûr. Et surtout, aujourd'hui, tous les salariés sont des médias eux tout seuls. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux, autrefois, tu pouvais communiquer largement en disant, et puis maintenant, tu as les mecs qui sortent d'une entreprise et qui disent non, c'était pas cool, quoi. Ouais, et du coup, il y a une sorte de symétrie des attentions qui est indispensable aujourd'hui, demain.
C'est tout à fait juste. Je note, hein, c'est pour ça que des fois tu vois mon regard en bas. T'en fais pas. Alors, j'aimerais conclure cet entretien, mais juste en rappelant, comme ça tu peux encore me corriger si j'ai pas bien tout saisi. Si on revient à l'intention initiale de cette interview, l'optimisme, un muscle qui se travaille, quels sont tes conseils? Moi, j'en ai retenu 3. Le premier, c'est accepter l'imperfection. Le deuxième, c'est l'humilité face au temps. Et le troisième, c'est valoriser l'expérience. Est-ce que Complètement. on a saisi l'essentiel de ta pensée? Complètement. Et le modulo entourage. Mais ça va une fois, voilà. Le modulo entourage me semble une couche, mais en permanence, tu vois. Impeccable. Catherine, je te remercie beaucoup pour cet entretien et je te dis à très vite.